Aucun cri ne sortit de la gorge de l'enfant. Seulement ce souffle coupé, cet instant suspendu où le monde sembla retenir sa respiration. Dans le grand salon aux boiseries cirées, la lumière de l'après-midi entrait par les hautes fenêtres donnant sur la Garonne. Elle dessinait des rectangles dorés sur le parquet, illuminait les tentures couleur bordeaux, caressait les cadres dorés où reposaient des visages d'ancêtres sévères. Tout respirait l'ordre, la richesse, la maîtrise. Tout, sauf l'homme immobile au centre de la pièce. Il tenait encore l'objet dans sa main, lourd, froid, familier. Son bras était levé, comme on le lui avait ordonné. Devant lui, l'enfant tremblait, les joues mouillées, les lèvres serrées pour ne pas supplier. Autour, les adultes attendaient. Aucun mot, aucun geste. L'autorité, ici, n'avait pas besoin de s'exprimer. Mais le coup ne vint pas. L'homme baissa lentement le bras. Ce mouvement, si simple, provoqua un déséquilibre invisible. Quelque chose se fissura dans l'air, presque imperceptible, comme un verre trop plein qui menace de se briser sans bruit. Il ne regarda ni l'enfant ni les maîtres. Ses yeux restèrent fixés sur le sol, sur une veine sombre du bois, comme s'il s'y accrochait pour ne pas tomber. Sa voix, quand elle sortit enfin, fut basse, rauque, presque étrangère à lui-même. Il ne frapperait pas. À Bordeaux, en 1823, un tel refus n'était pas une rébellion. C'était une anomalie, une erreur à corriger. Personne ne cria. Personne ne le frappa sur le champ. La maîtresse de maison détourna simplement le regard, comme si elle venait de sentir une odeur désagréable. Le père, droit près de la cheminée, plissa légèrement les yeux. Un pli nouveau apparut sur son front, discret mais profond. Quant à l'enfant, il resta figé, incapable de comprendre s'il venait d'être sauvé ou condamné à quelque chose de pire. L'homme fut renvoyé aux cuisines sans un mot de plus. C'est ainsi que la haine commença. Pas sous la forme d'un châtiment immédiat, mais comme une présence silencieuse, patiente, qui s'installa dans chaque recoin de la maison. Il s'appelait, du moins sur les registres, un prénom court, pratique, vidé de toute histoire. Lui-même ne l'utilisait plus depuis longtemps. Son vrai nom appartenait à un autre monde, à une autre langue, à une autre peau de réalité. Ici, il n'était qu'une fonction, une ombre utile. Arrivé à Bordeaux des années plus tôt, il avait appris à disparaître sans jamais quitter la pièce, à marcher sans bruit, à anticiper les ordres avant qu'ils ne soient formulés, à reconnaître dans les silences ce qui était attendu de lui. Cette science de la soumission l'avait maintenu en vie, jusqu'à cet après-midi. Dans les cuisines, l'odeur du pain chaud se mêlait à celle du cuivre et de l'humidité. Les autres serviteurs évitaient son regard, non par cruauté mais par instinct. On ne se tient pas trop près de celui qui a attiré l'attention. L'attention dans cette maison était rarement une bonne chose. Il sentit le changement immédiatement. Les tâches devinrent plus lourdes, les reproches plus fréquents, les regards plus insistants. On lui parlait plus lentement, comme à un enfant ou à une bête dont on doute soudain de l'obéissance. Rien d'ouvertement violent, rien qu'on puisse dénoncer, juste assez pour rappeler sa place. La nuit, dans la petite pièce qu'il partageait avec les odeurs de linge sale et de cendres froides, il restait éveillé. Il revoyait le visage de l'enfant, ce mélange de peur et d'incompréhension. Il se demandait si le geste avait été pour lui ou pour lui-même. Dans la maison, l'enfant aussi changea. Il observa désormais l'homme avec une attention nouvelle, comme s'il cherchait à comprendre ce qui, en lui, avait échappé aux règles. Parfois leurs regards se croisèrent brièvement, et chacun détournait les yeux aussitôt, conscient d'un lien qu'il n'avait pas choisi. À l'extérieur, Bordeaux poursuivait sa vie prospère. Les navires entraient au port, chargés de marchandises venues de loin. Les cafés bruissaient de conversations sur le commerce, la morale, l'avenir. Personne ne parlait de ce qui se passait dans cette maison respectable. Mais les murs, eux, écoutaient. Et la haine, silencieuse, apprenait à attendre. Car dans ce monde, un homme qui refuse une fois peut refuser encore. Et cette possibilité, plus que l'acte lui-même, était intolérable. Dans l'ombre des couloirs, quelque chose se préparait déjà, lentement, méthodiquement, sans que personne n'ait encore besoin de prononcer la moindre menace. Le lendemain, rien ne sembla différent.
La maison s'éveilla à la même heure. Les rideaux furent tirés avec la même précision. L'argenterie brilla sous les mêmes gestes mécaniques. Pourtant, quelque chose avait changé, comme une fissure sous une couche fraîche de peinture, invisible, mais prête à s'élargir. On ne lui adressa pas de reproche direct. On ne mentionna pas l'incident. C'était là la véritable punition. Le silence organisé. Les ordres lui parvenaient par intermédiaire. On ne l'appelait plus par son prénom administratif, mais par un claquement de doigts, un regard appuyé, un geste sec de la main. Chaque demande semblait anodine, mais leur accumulation formait une fatigue sourde. Porter plus lourd, nettoyer plus tard, recommencer un travail déjà fait. Il comprit vite que ce n'était pas la douleur que l'on cherchait à provoquer, mais l'usure. La maîtresse de maison, elle, ne le regardait plus jamais directement. Lorsqu'il entrait dans une pièce, elle se tournait légèrement, comme si sa présence dérangeait l'air. Ce refus de reconnaissance plus que n'importe quelle gifle le ramenait à l'état d'objet mal placé. Le maître, en revanche, observait. Il n'élevait pas la voix. Il se contentait de noter. Une lenteur ici, une hésitation là, un regard trop long. Dans ses yeux gris, il n'y avait ni colère ni surprise, seulement une vigilance nouvelle, comme celle d'un homme qui découvre une fissure dans un mur porteur et se demande quand et comment tout pourrait s'effondrer. L'enfant ne pleurait plus. Il marchait désormais dans la maison avec une prudence étrange, évitant certains couloirs, s'arrêtant parfois devant une porte sans oser l'ouvrir. On lui avait expliqué, à voix basse, que certaines choses ne devaient pas être discutées, que l'ordre existait pour une raison, que désobéir même pour une bonne intention apparente menait toujours au chaos. Mais l'enfant se souvenait du bras qui s'était abaissé. Il se souvenait surtout du silence qui avait suivi. Parfois, depuis l'escalier, il observait l'homme travailler. Il remarqua ses gestes précis, presque délicats, la façon dont il rangeait les objets comme s'ils avaient une valeur intime. Cette attention troubla l'enfant, sans qu'il sache pourquoi. Il détourna plusieurs fois le regard, pris d'une honte qu'il ne comprenait pas encore. Dans les cuisines, les autres serviteurs parlaient en moins. Les mots circulaient à demi, coupés, chuchotés. Chacun savait qu'un faux pas pouvait suffire à être associé à celui qui avait refusé. On lui reprochait, sans jamais le dire, d'avoir attiré une lumière dangereuse sur tous. La nuit, il entendait parfois des pas s'arrêter devant sa porte. Jamais longtemps. Jamais assez pour qu'il puisse affirmer quoi que ce soit, mais assez pour que son sommeil se fragmente en sursauts silencieux. Il commença à se demander s'il avait eu tort. Pas de refuser. Cela, quelque chose en lui s'y refusait encore. Mais de croire que le geste pouvait rester isolé. Ici, rien n'était jamais isolé. Chaque action appelait une conséquence, et chaque conséquence devait servir d'exemple. À l'extérieur, Bordeaux murmurait. Au marché, un regard s'attardait. À l'église, une tête se penchait un peu trop près d'une autre. Les mots ingrats, dangereux, imprévisibles, commencèrent à flotter, jamais directement adressés, mais toujours assez proches pour être entendus. La ville n'aimait pas les anomalies. Elle préférait les corriger doucement, sans éclat. Un soir, alors qu'il nettoyait le grand salon, il sentit une présence derrière lui. L'enfant se tenait là, immobile, tenant un petit objet dans la main. Ils se regardèrent sans parler. Le temps sembla s'étirer, comme ce premier après-midi. L'homme eut le réflexe de baisser les yeux, mais l'enfant ne détourna pas le regard. Il tendit l'objet, un simple morceau de bois, maladroitement taillé. Un geste innocent, peut-être, ou une tentative de compréhension. Avant que l'homme n'ait pu réagir, une voix s'éleva depuis le couloir. Froide, calme, autoritaire. On demanda à l'enfant ce qu'il faisait là. Le petit recula d'un pas. L'objet tomba au sol. Dans ce bruit sec, presque insignifiant, l'homme comprit que quelque chose venait de basculer. Que la curiosité de l'enfant, désormais visible, venait de franchir une ligne que la maison ne tolérerait pas. Et que cette fois, le silence ne suffirait peut-être plus à contenir la colère qui s'accumulait. La rumeur ne naquit pas d'une phrase précise. Elle s'infiltra. À Bordeaux, on savait reconnaître ces choses-là. Une hésitation dans un salut, une remarque laissée en suspens, un sourire trop bref. La maison jusque-là irréprochable
commença à être observée avec une curiosité feutrée, pas pour ce qu'elle faisait, mais pour ce qu'elle aurait pu laisser échapper. On parlait d'un domestique différent, d'un homme qui ne comprenait plus sa place, d'un danger discret, mais réel, rien de vérifiable, rien de condamnable. Pourtant, tout le monde semblait déjà d'accord. Dans les rues pavées, l'homme sentait désormais les regards s'accrocher à lui, comme des crochets invisibles. Les commerçants répondaient plus lentement. Certains ne répondaient plus du tout. À l'église, il restait au fond, tête basse, mais même là, il percevait les murmures, les souffles retenus, les prières qui s'interrompaient à son passage. La ville n'avait pas besoin de chaînes pour rappeler l'ordre. Elle préférait la honte. Le maître de maison reçut des visites. Des hommes respectables, aux manteaux sombres et aux voix posées. On buvait du vin. On parlait du port, des taxes, de la moralité nécessaire dans une époque troublée. L'homme relégué derrière les portes servait sans être vu. Mais il entendait, et chaque mot prononcé avec une politesse impeccable resserrait l'étau. On évoqua l'importance de l'exemple, la fragilité de l'autorité lorsqu'elle se fissure, le danger des gestes isolés qui inspirent d'autres esprits faibles. Le maître acquiesçait lentement. Il n'était pas cruel. Il était méthodique. Dans la maison, les règles se durcirent. L'homme ne devait plus croiser l'enfant seul. Les couloirs furent redessinés par des interdictions muettes. Une porte désormais fermée. Un escalier à éviter. Le lien, aussi fragile qu'il fût, devait être effacé. L'enfant sentit cette disparition. On lui expliqua que certaines présences étaient néfastes, que l'attachement était une erreur, que l'ordre exige parfois des sacrifices. Il écoutait, sans répondre, mais quelque chose en lui résistait. La nuit, il repensait aux morceaux de bois tombés au sol, abandonnés comme une preuve silencieuse. L'homme, lui, commença à comprendre la forme exacte de la haine. Elle n'était pas explosive. Elle était patiente. Elle s'exprimait par des procédures, des conseils bienveillants, des décisions raisonnables. Elle se cachait derrière la morale et la bienséance, et c'est précisément ce qui la rendait inévitable. Un matin, on lui annonça qu'il ne sortirait plus seul en ville. Pour sa sécurité, disait-on. Bordeaux n'était pas toujours clémente avec ceux qui se faisaient remarquer. Il remercia comme on le lui avait appris. Mais il sut alors que l'étape suivante était déjà décidée. La nuit suivante, dans son espace étroit, il sentit pour la première fois la peur véritable. Pas celle du coup ni celle de la faim, mais celle de disparaître sans laisser de traces, avalé par un mécanisme trop vaste pour être arrêté. Il se demanda si quelqu'un, quelque part, se souviendrait de lui autrement que comme d'un problème à résoudre. Au petit matin, un incident éclata au port. Un homme s'était opposé à un contremaître. Rien de grave, rien d'exceptionnel. Pourtant, le récit se transforma rapidement. On parla de contagion, de mauvais exemples, de désordre latent. Le maître de maison écouta ces récits avec une attention particulière. Le soir même, il convoqua l'homme dans le salon. Les rideaux étaient tirés. La lumière était basse. Aucun témoin inutile. Le maître s'assit, joignit les mains et parla d'une voix calme, presque paternelle. Il évoqua la reconnaissance, la stabilité, les erreurs que l'on peut corriger avant qu'elles ne deviennent irréversibles. Il proposa une solution. Temporaire, affirma-t-il. Raisonnable, nécessaire. L'homme comprit qu'on lui offrait un choix qui n'en était pas un. Il leva les yeux pour la première fois depuis longtemps. Et dans ce regard, le maître perçut quelque chose qu'il n'avait pas prévu. La proposition ne fut jamais formulée comme une menace. Le maître parla de protection, d'équilibre, d'un séjour bref, loin de Bordeaux, dans un lieu où l'on savait remettre de l'ordre dans les esprits troublés. Il utilisa des mots doux, presque compatissants. Il expliqua que la ville observait, que certaines inquiétudes circulaient, et qu'il valait mieux prévenir que corriger. L'homme écoutait sans bouger. Chaque phrase était soigneusement polie, comme une pierre passée entre des mains expertes. Rien n'était laissé au hasard. Rien ne laissait place au refus. Le maître attendait un signe d'acceptation, non par besoin de l'entendre, mais pour confirmer que le mécanisme fonctionnait encore. L'homme inclina la tête. Ce geste suffit. À partir de ce jour, tout s'accéléra. On lui retira certaines tâches, puis d'autres.
Ses déplacements furent comptés. Les objets qu'il touchait semblaient soudain contaminés. Même les serviteurs qu'il avait inconnus plus longtemps évitaient désormais de se tenir trop près de lui. La peur, ici, était contagieuse. L'enfant ne le voyait plus. On lui expliqua que l'homme était malade, que certaines personnes perdaient le sens des règles et qu'il fallait les éloigner pour le bien de tous. L'enfant acquiesça, comme on lui avait appris. Mais le soir, seul dans son lit, il ressentit une colère sourde, mal dirigée, presque honteuse. Il n'avait rien fait. Et pourtant, tout était arrivé. La veille du départ, l'homme fut autorisé à sortir dans la cour intérieure. Le ciel était bas, gris, chargé d'une humidité lourde. Il respira lentement, comme s'il voulait imprimer l'air dans sa mémoire. Ce lieu l'avait brisé, mais il était devenu son seul point fixe. Il entendit alors des pas légers. L'enfant se tenait à distance, hésitant. Il n'aurait pas dû être là. Ils le savaient tous les deux. Le silence entre eux était différent de celui imposé par la maison. Il était fragile, presque humain. L'enfant ne parla pas. Il posa simplement le morceau de bois, réparé, poli, soigneusement lissé, sur le rebord d'un bac de pierre. Puis il recula. L'homme sentit sa gorge se serrer. Il ne toucha pas l'objet. Il n'osa pas. Certains gestes, désormais, avaient un poids insupportable. Il se contenta de regarder l'enfant disparaître dans l'ombre du couloir. Ce fut leur dernière rencontre. Le lendemain, à l'aube, on le conduisit hors de la maison. Pas de chaîne, pas de violence visible. Juste un document, quelques signatures, et cette impression glaciale d'être devenue une affaire administrative. La voiture s'éloigna lentement de Bordeaux. À travers la vitre, il vit le port, les quais, les silhouettes affairées. La ville continuait de fonctionner parfaitement. Elle avait absorbé l'incident sans effort, comme on referme une plaie proprement cautérisée. Dans le lieu où on l'emmena, on lui expliqua les règles. Silence, obéissance, observation. On lui dit que tout irait mieux s'il coopérait. Les jours passèrent sans marque claire du temps. Les visages se confondaient. Les voix perdaient leur timbre. L'homme sentait ses pensées se heurter aux murs invisibles d'un espace conçu pour effacer toute aspérité. Parfois, la nuit, il repensait au salon, à l'enfant, aux bras abaissés. Il se demandait si ce geste avait réellement existé ou s'il n'était déjà plus qu'un souvenir mal ajusté. À Bordeaux, la maison retrouva son calme. Les visiteurs cessèrent de poser des questions. La réputation fut restaurée. On parla d'une décision responsable, nécessaire. L'ordre avait été rétabli sans éclat, sans scandale. Un soir, le maître observa son fils plus longuement que d'habitude. L'enfant regardait par la fenêtre, silencieux, tenant quelque chose dans sa main. Un objet de bois. Le maître fronça légèrement les sourcils. Car, pour la première fois depuis longtemps, il eut l'impression que tout n'était peut-être pas aussi réglé qu'il l'avait cru. Il n'y eut jamais de rapport officiel confirmant son départ définitif. Dans le lieu où on l'avait conduit, le temps ne se mesurait pas en jours, mais en absence. Absence de choix. Absence de nom. Absence de tout ce qui aurait pu rappeler qu'il avait été un jour un homme capable de dire non. On le désignait par un numéro, par une fonction temporaire, par un regard évaluateur qui ne cherchait plus à comprendre, seulement à vérifier s'il restait conforme. Chaque matin ressemblait au précédent, et chaque soir effaçait un peu plus ce qui restait de sa voix intérieure. Il ne cria jamais. Il comprit très vite que le cri appartenait encore à ceux que l'on écoutait, lui avait dépassé ce seuil. Son silence n'était pas une soumission, mais une stratégie de survie tardive, presque instinctive. Il observait, il retenait, il conservait, quelque part en lui, l'image du bras abaissé, comme une preuve fragile qu'il n'avait pas toujours été ce corps docile. À Bordeaux, les saisons passèrent. La maison continua d'accueillir des invités. Les conversations reprirent leur fluidité habituelle. On riait, on parlait d'avenir. On évoquait parfois, avec une distance polie, les excès nécessaires pour préserver l'ordre. Personne ne citait de nom. Il n'y avait plus de nom à citer. L'enfant grandit. Il apprit à se tenir droit, à parler au bon moment, à comprendre ce qui devait être tu. Mais certaines nuits, il se réveillait avec une sensation de chaleur dans la poitrine, comme une colère sans forme. Il se levait alors,
ouvrait un tiroir et sortait l'objet de bois. Il l'avait conservé. Poli par le temps, par ses doigts, par son regard. Ce n'était plus un jouet. C'était un souvenir. Une énigme. La trace d'un geste que personne ne lui avait expliqué, mais qu'il n'avait jamais oublié. Adolescent, il osa poser une question. Rien de direct. Rien d'accusateur. Juste une curiosité mal placée. Son père répondit calmement. Il parla de discipline, de responsabilité, d'un homme instable qui aurait pu provoquer bien pire s'il n'avait pas été écarté à temps. L'enfant acquiesça, comme autrefois. Mais quelque chose, ce jour-là, se détacha définitivement en lui. Il comprit que la vérité, ici, n'était pas ce qui s'était passé, mais ce qui permettait de continuer sans trouble, et que la morale servait souvent à masquer la peur. Quant à l'homme, nul ne sut jamais ce qu'il devint réellement. Certains dirent qu'il avait été transféré, d'autres qu'il avait été renvoyé vers les colonies. Les registres restèrent flous, les archives incomplètes. Comme si son existence avait été volontairement dissoute dans les marges de l'histoire. Mais son geste, lui, avait survécu, pas comme un acte héroïque, pas comme une révolte, simplement comme une dissonance. Un instant où le monde aurait pu basculer autrement. Des années plus tard, dans une Bordeaux transformée, l'enfant, devenu homme, observa à son tour un jeune serviteur. Il reconnut dans son regard cette attention prudente, cette capacité à disparaître. Il pensa alors au bras qui s'était abaissé. Et pour la première fois, il comprit que la haine la plus dangereuse n'était pas celle qui frappe, mais celle qui attend, qui organise, qui efface. Il referma le tiroir. L'objet de bois resta à l'intérieur. Mais la question, elle, ne se referma jamais. Si cette histoire vous a troublé, laissez un commentaire et partagez ce que vous en pensez. Abonnez-vous au canal pour découvrir d'autres récits cachés de l'histoire de France. Likez la vidéo et partagez-la autour de vous. Certaines histoires ne doivent pas rester silencieuses.